une nouvelle vidéo et il s'agit cette fois de mon avis lecture pour deux challenges qui étaient exactement il y a une année en arrière, puisque je vous enregistre la vidéo le samedi 29 juillet. J'avais filmé ma pile à lire, mes deux piles à lire, pour les challenges été glacés de Nina Quill et cours d'été organisé par les pépites de Gladys. Le challenge été glacé, vous avez vu une vidéo dernièrement, c'est un challenge avec 7 catégories où on peut mettre des livres divers, des romances, des choses comme ça. C'est pas obligatoire, mais voilà. Je vous mettrai le lien de la vidéo de la pile à lire, enfin des deux piles à lire. Et le cours d'été, c'était un challenge donc organisé par Gladys, où le but était de lire en anglais. Les deux challenges se chevauchaient. Du coup, j'en avais profité pour faire un petit peu dans les deux piles à lire des livres en anglais qui allaient dans les deux challenges pour être sûre de les valider. Cette année, Gladys ne l'a pas fait. Elle a un petit peu arrêté de lire en VO pour des raisons qui lui sont propres. Mais voilà, j'en suis à là au niveau des challenges à la vidéo donc du bilan. Comme il y avait 7 livres pour le challenge de Nina, en tout et pour tout, ça fait 10 livres. Puisque j'ai mixé les deux challenges, il y a des livres. Je ne vais pas vous présenter 10 livres en une seule vidéo, sinon ça durera trop longtemps. Donc j'ai divisé 5 livres à chaque fois. Il y aura 2 livres en anglais dans la partie 1 et 2 livres en anglais dans la partie 2 avec 3 livres en français. On commence tout de suite avec le livre noélique du challenge de Nina, qui était J.K. Rowling, The Christmas Pig, en anglais donc. Il me faisait très peur ce livre, alors parce qu'il est magnifique. Il est d'ailleurs plus beau en VO qu'en français, parce qu'en français ils l'ont sorti qu'en brochet, et voilà le VO en anglais, il est tout beau. Je me rappelle, je l'avais vu à Payot, librairie suisse avec les enfants, en français, donc en brochet, qui est juste comme ça, et en relié pas loin dans le rayon Noël. Et ils étaient déçus, les enfants, que ce livre ne soit pas sorti avec cette belle, ce beau relié, quoi, tout simplement. Et dedans, vous avez même, je peux vous montrer des illustrations. Alors, elles sont en noir et blanc, par contre, si j'arrive à vous trouver ça. Voilà, là, vous avez des très belles illustrations. Vous en avez plusieurs dans le livre. Mais il me faisait très envie par sa couverture, par son résumé. Il me faisait très peur parce que j'ai lu aussi l'Icabog de J.K. Rowling et les Harry Potter, bien sûr. Je suis une grande fan des Harry Potter. Mais l'Icabog, ben, quand j'ai fini le livre, je m'étais dit tout ça pour ça. La finalité de l'histoire, c'était pas... Enfin oui, vraiment tout ça pour ça. J'étais un petit peu déçue. D'ailleurs, je l'ai mis en vente. Je crois que je ne l'ai pas vendu, mais en tout cas, il est sur Vinted. Je cherche à le vendre parce que ben, j'ai pas envie de le garder. Donc, Christmas Pig, qui en français s'appelle comment déjà? Jack et la grande aventure du cochon de Noël. J'ai pris la page Booknote à côté pour la note et tout ça. Mais du coup, voilà, j'allais avec des appréhensions et finalement, ben, j'ai mis un 9 sur 10, tout simplement. J'ai adoré, ça a été un mini coup de cœur. C'est une très jolie histoire. On suit en fait un petit garçon, Jack, qui a un doudou, qui est son Christmas Pig, son cochon. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Durpig en anglais. Donc comme je ne l'ai pas mis en français, je ne pourrais pas vous dire comment ils l'ont traduit en français. Donc son doudou c'est Durpig, il va partout avec, à la plage, il dort avec. Et un jour, malheureusement, juste avant Noël, il va se passer un événement et son cochon va être perdu sur la route. Une autre fillette, un peu plus âgée que Jack, va lancer par la fenêtre de la voiture, je crois qu'ils sont sur une autoroute ou une semi-autoroute, elle va lancer le petit doudou cochon Durpig de Jack. Il venait avec son papy et sa mamie, ils vont s'arrêter plus loin. Papy va essayer de retrouver le doudou, mais vous imaginez bien, sur une route à fort trafic, le doudou, voilà, il est mouru le doudou. Donc les grands-parents vont lui acheter, avec cette petite fille qui a fait cette bêtise, cette grande fille, pardon, elle est un peu plus grande que lui, ils vont lui acheter un autre cochon. Mais ben, ce cochon, on ne remplace pas son doudou. On ne remplace pas un enfant, un doudou par un autre. Ou alors, il faut acheter plusieurs mêmes exemplaires quand ils sont bébés. Comme ça, au cas où, vous avez de la réserve. Mais là, ce n'était pas le cas. Et du coup, le soir de Noël, donc le 24 décembre, le nouveau cochon va expliquer à Jack que cette nuit est magique et qu'ils peuvent aller dans le pays des objets perdus. Tout objet que vous avez, même nous adultes, c'est seulement ouvert la nuit du 24 décembre. Donc ils vont dans ce pays, il y a plusieurs parties dans ce pays,
plusieurs sortes de villes, si on veut, selon ce que vous avez perdu, selon comment c'est classifié. Donc ils partent faire ce voyage qui est bien sûr tout fantastique, vous vous doutez bien, hein. On ne va pas sauter, nous, dans un pays imaginaire où on va retrouver nos objets, à la recherche de Durpig. Je ne vous dirai pas s'ils trouvent Durpig ou pas, mais ils font plusieurs rencontres. Il y a bien sûr des petites, comme c'est un jeunesse, hein, mais il y a des thématiques. Par exemple, eh bien, il y a la thématique de la famille, les parents qui se séparent, comment un enfant le perçoit. Ça peut être bien, justement, si un enfant vit cette situation. Il y a la thématique, eh bien, avec Durpig, la relation qu'il avait. J'ai bien aimé la fin. Comme je ne vous dis pas si on retrouve Durpig ou pas, mais j'ai trouvé que la fin était très belle, avec une jolie petite morale. Il faut laisser sa chance un petit peu à tout le monde, et puis il faut savoir pardonner aussi. Il y a aussi cette notion qui est présente. Non, c'était franchement une super lecture et franchement, je ne regrette pas. J'avais vraiment, comme je vous dis, cette appréhension. Le livre se lit tout seul. J'imagine qu'en français, c'est le cas aussi. L'anglais est quand même accessible. Il faut quand même avoir des bases. Vous n'allez pas vous lancer dedans si vous ne parlez pas un mot d'anglais. Mais je pense que si vous avez fait anglais à l'école, il est complètement accessible. Il n'a pas non plus une profondeur, vous voyez, c'est pas un fantasy, high fantasy ou quelque chose comme ça. Ça reste accessible pour de la jeunesse. Clairement, Carré Raphaël au travail, je pense que là, ils ont 9 ans. Au mois d'octobre, ça pourrait clairement être un livre qui pourrait commencer à bien leur correspondre pour leur âge. Ils aiment bien qu'il y ait encore pas mal d'images dedans, mais il y en a quelques-unes, hein, comme je vous ai dit, donc ça peut aider. Bon, là, le seul truc, c'est que moi, je lis en anglais, donc ne lisez pas en anglais. Mais voilà, niveau d'anglais quand même assez accessible en ayant des bonnes bases. Ça se lit tout seul, la plume est addictive. Je retrouve vraiment la J.K. Rowling que j'ai adorée dans les Harry Potter. C'est vraiment un petit conte de Noël magique. Voilà, on a vraiment cette ambiance quand on est du côté humain. Après, quand on est du côté du pays des objets trouvés, enfin voilà, genre à un moment donné, je sais plus, je crois qu'on trouve des porte-clés. Et tout est vivant hein, dans ce pays. On trouve des porte-clés, on va trouver, moi je sais pas, des barrettes, des brosses à cheveux, enfin tout et n'importe quoi, tout ce que vous perdez se trouve au pays imaginaire, enfin pas le pays imaginaire, le pays des objets trouvés. Donc voilà, J.K. Rowling, The Christmas Pig, 9 sur 10, c'est un mini coup de cœur. Je ne sais plus quelle maison d'édition, Bloomsbury? Non, Little Brown pour celui-là. Moi je peux que vous le conseiller si vous avez des enfants ou même pour vous, ça a été une très très bonne lecture. Ensuite, je me suis lu J.R.R. Tolkien, Lettre au Père Noël, chez Pocket. Et ça, je l'avais mis dans quoi? Ah oui, mais je l'avais mis livre blanc, dans le challenge de Nina, tout simplement. Et alors, les Lettres au Père Noël que je regarde, j'avais mis une note, je crois, de 8. Oui, c'est ça, 8 sur 10. Catégorie or sur Booknode. Alors, on n'est pas sur c'est du J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, je crois que tout le monde connaît. Ou si vous ne savez pas, voilà. Alors, on n'est pas sur un récit fantastique, fantasy à la Tolkien comme on connaît. En fait, il est petit. Ça s'est lu très vite. Voilà, vous avez des pages littéralement, voilà. En général, vous avez souvent une page avec une lettre et une page de traduction. C'est en fait J.R.R. Tolkien, il a eu plusieurs enfants et petits-enfants. Et il a décidé, parce que comme beaucoup d'enfants, ils écrivaient des lettres au Père Noël qu'ils donnaient à leur papa pour qu'ils transmettent à la poste. Je ne sais même pas s'il n'y a pas des timbres des fois. Là, vous avez une illustration aussi. Je crois que l'illustration a été envoyée dans une des lettres. Oui, oui, voilà, là, vous avez le modèle d'une lettre. Et donc, en fait, Tolkien s'est dit, je vais répondre à mes enfants, et plus tard à ses petits-enfants, en étant le Père Noël. Voilà. Donc, les enfants écrivent en général une fois par année, mais je crois que certains écrivent peut-être une ou deux fois dans l'année. Oui, il y en a, je crois qu'ils écrivent 2 fois dans l'année. Voilà, mais en tout cas, quand les enfants écrivent au Père Noël, eh bien, celui-ci leur répond. Donc, bien sûr que les enfants demandent comment va le Père Noël, lui-même demande comment vont les enfants. Et au fil des lettres, J.R.R. Tolkien a commencé à inventer des petites histoires sur la thématique du Père Noël, de ses lutins, de méchants gobelins, je crois que c'est des gobelins, je ne sais plus. Enfin, il y a des pas très gentils dans cette histoire qui veulent voler l'atelier du Père Noël. Mais voilà, c'est au fil des années que l'histoire s'est affinée.
C'était super touchant, super mignon. On retrouve vraiment oui, cet univers que Tolkien a inventé avec Bilbo le Hobbit, avec le Seigneur des Anneaux, mais là, autour du Père Noël, des petits lutins de Noël, des petits gobelins, de l'ours polaire. Il y a aussi un ours polaire qui aide le Père Noël. Et donc, il faisait des fois des illustrations. C'est vraiment les illustrations qu'il envoyait dans ses lettres. Je crois que c'est l'ours qui faisait les petites illustrations, ou un lutin, pour illustrer justement les déboires du Père Noël pendant son année. Là, par exemple, je crois qu'il y avait eu... oui, voilà, c'est la scène où... je sais plus, je crois que c'est un renard ou un loup polaire a été se baigner, ou alors c'est l'ours polaire, je sais plus. Bref, un animal a été se baigner dans la baignoire et a fait déborder l'eau. Et c'est tombé dans les cadeaux. Voilà. Donc le Père Noël, c'est lutin, tout le monde a dû arrêter l'invasion, non, l'inondation. Voilà, c'est des petites histoires comme ça, c'est touchant, c'est tout mignon. Et puis, c'est toutes les lettres en fait, tout simplement. Et puis, vous avez des fois, là vous avez la lettre en VO, si vous voulez aussi la lire, l'enveloppe en dessous, et en dessous il y a la lettre. C'est souvent le cas, il y a souvent la lettre, voilà, là aussi, la lettre en VO, la traduction. C'est un petit moment sympa, juste avant les fêtes de Noël, ou pour un challenge comme le été glacé, parce que ça se lit tout seul, ça fait moins de 158 pages, voilà. Par contre, il y a quand même des thématiques dedans. Surtout que sur les dernières années, quand c'est ces petits-enfants, il me semble. Voilà, il y a des lettres en 1940, 41, 42, oui, voilà. Voilà, par exemple, là, on a une phrase, je suis si, du Père Noël, donc, en 41. Je suis si content que tu n'aies pas oublié de m'écrire de nouveau cette année. Le nombre d'enfants qui restent en contact avec moi semble diminuer. Je suppose que c'est à cause de cette horrible guerre que les choses s'arrangeront, j'imagine, quand ce sera fini, et que je serai plus occupée que jamais. Mais de nos jours, le nombre de gens qui ont perdu leur maison ou l'ont quittée est effroyable. La moitié du monde paraît se trouver au mauvais endroit. Donc voilà, à un moment donné, toute la guerre de 39-42, 39-43, j'ai toujours un blanc sur la Grande Guerre. Bref, quand la Seconde Guerre mondiale est arrivée, Tolkien en parle, même à ses petits-enfants, parce qu'à ce moment-là, il me semble que c'est ses petits-enfants, il en parle dans ses lettres puisqu'il est le Père Noël, et le Père Noël est au courant de tout. Donc, il a même su mettre un petit peu, comme je vous ai cité, un petit peu sur cette guerre, sur les gens qui n'ont plus de maison. Donc c'est vraiment un super moment encore à passer avec Tolkien. Si vous adorez et les fêtes de Noël et Tolkien, je ne peux que vous le conseiller. Ça, c'était pour le livre blanc du challenge de Nina. Ensuite, j'ai lu en e-book cette fois Embrasse l'hiver et danse avec lui de Georgia Caldera, qui est paru chez J'ai lu. Là, pour ce livre, j'ai mis 8 sur 10. J'ai aussi passé un très très bon moment. En fait, c'était très drôle. On suit en fait Romy, qui est une jeune femme qui ne digère pas une rupture. Et pour cause, son fiancé l'a trompée, comme ça arrive souvent. Ça fait déjà quelques mois que c'est passé. Elle est retournée vivre dans la maison familiale. C'est un espèce de domaine, dans mon souvenir, ça fait une année. C'est un espèce de domaine ou une villa. Vous avez la maison principale, une espèce de... ouais, une villa ou un petit manoir. Et à côté, vous avez un autre bâtiment qui servait aux cours de danse. Il me semble que leur mère était danseuse aux deux filles, parce qu'elles sont deux sœurs. Et Romy fait des cours de danse. Elle dirige maintenant ce petit établissement de danse. Elle est retournée vivre donc dans la maison familiale. Et sa sœur aussi, il me semble que sa sœur s'est séparée aussi de son mari. Et sa sœur, par contre, a des enfants que Romy adore. Ils sont super proches et tout. Par contre, les deux sœurs n'ont pas la même philosophie. Romy, par contre, elle prétend que tout s'est bien passé, que c'est terminé, qu'elle s'est remise de sa rupture, mais qu'elle ne veut pas d'amoureux ni quoi que ce soit. Sauf que plus on va avancer dans l'histoire, plus Romy va les avoir comme ça. Et elle va se décider qu'elle va se venger parce qu'elle a encore les clés de chez lui. Elle a oublié de lui les donner. Pourtant, je vous dis, ça fait genre 6 mois ou une année. Mais elle a encore les clés. Donc, elle va à son appartement un jour où il n'y est pas, parce qu'elle connaît ses horaires. Et elle va commencer au fil des semaines, quand elle y va, à faire n'importe quoi. C'est ça qui est drôle, même si c'est un peu puéril, ne faites pas ça. Elle va genre mettre autre chose dans la pâte à dentifrice, une autre mixture. Elle va genre mettre des choses sur les vitres, je sais plus, une sorte de peinture.
plein de petites choses, enfin des crasses pas possibles, pas méchantes, certes, même si ça peut être gênant, mais rien non plus d'irréversible. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'entre-temps, son ex a revendu cet appartement à un papa veuf. Ce papa a du mal à se remettre du décès de sa femme et il voit moins sa fille parce que elle est dans une autre ville, ou non, je crois même pas qu'elle est dans une autre ville, mais il me semble que ça se passe à Paris ou par là-bas. Et du coup, la semaine, elle est avec sa mamie. Ce qu'il n'arrive pas à gérer, comme je vous dis, il a du mal à se remettre du deuil de sa femme, de s'occuper de sa petite, de travailler. En fait, il est plongé dans son boulot et c'est mamie qui s'occupe de la petite. Sauf que là, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'acheter enfin un chez lui, parce que oui, elle vit chez mamie, la petite, du coup, d'acheter un chez lui pour petit à petit reprendre sa fille. Sauf que voilà, il achète un appartement et quand il rentre, je sais plus, je crois qu'il fait son footing ou un truc dans le genre, enfin quand il rentre, à chaque fois, ce jour-là, il se passe des crasses. Donc clairement, il y a quelqu'un qui lui veut du mal. Il ne sait pas qui, il n'a jamais rien fait de mal, comme je vous dis, c'est un pauvre veuf. Jusqu'au jour où il va attraper Romy sur le fait. Et bah Romy, elle est là, mais vous n'êtes pas du tout mon ex, vous êtes qui? Donc voilà, il s'explique. Donc Romy, elle est toute gênée, mais elle est toute gênée, mais elle est mal à l'aise, mais en même temps, elle est un peu loufoque et tout. Enfin, elle s'y prend très mal. C'est limite si à un moment donné, il lui dit pas qu'il va appeler la police parce que vraiment, il se dit celle-là, elle a une case. Donc voilà, la romance commence comme ça. Après, bien sûr, il se passe plein d'autres choses, mais je ne veux pas trop vous en dire. Moi, j'ai trouvé ça super rigolo. C'est pour ça que j'ai mis aussi 8 sur 10. C'est pas parfait. Il m'a manqué un petit peu de spacey. Moi, j'aime bien quand il y a du spacey dans les romances. Donc, il m'a manqué un peu de spacey, mais j'ai trouvé ça super drôle. La plume de Georgia est super addictive. Ça se lit tout seul. Et surtout, c'est la première, enfin, c'est, je pense, le récit préféré que j'ai pour l'instant de Georgia Caldera. J'ai eu 2 tomes des Brumes de Cendre Lune, le tome 1 au complet de L'Arme Rouge, parce que moi j'ai les versions 1.1 et 1.2. Le tome 1 aussi de Victorian Fantasy. Et clairement, pour l'instant, cette petite romance de Noël, c'est ce qui me plaît le plus. Alors, on est sur une ambiance de Noël, mais on n'est pas à 100% sur Noël. Hein. Ça ne prend pas tout le livre. Oui, voilà, à un moment donné, on va faire le sapin de Noël. Il y a à un moment donné de la neige, mais ce n'est pas le centre du livre. Mais ça y contribue. Voilà, pour moi c'est un 8 sur 10. C'était sympa. Georgia Caldera, Embrasse l'hiver et danse avec lui chez J'ai lu. Ensuite, j'ai lu en anglais cette période-là. Et c'était pour la catégorie, oh, j'ai oublié de noter, le challenge 2022 sur mon livre. Donc je vais chercher sur mon Instagram. Non, alors cette fois, c'était pas pour le challenge de Nina. Embrasse l'hiver et danse avec lui, c'était un livre offert. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet e-book, je l'ai reçu dans un swap. C'est avec Lucie, ma première swappeuse sur le Discord, non, le Facebook de Swap littéraire où je suis. Vous avez toujours le lien en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre, ça ferait toujours plaisir. On y échange nos lectures, il y a un challenge annuel et on fait des swaps plusieurs fois dans l'année. Et en fait, Lucie, elle m'a envoyé mon swap et puis après l'envoi, elle me dit mince, je t'avais acheté une carte cadeau Fnac pour des e-books. J'ai oublié de la mettre dedans. Donc en fait, ce que Lucie a fait, c'est qu'elle a acheté les e-books, elle, en regardant ma wishlist de Booknode, et elle me les a envoyés un par email. Comme elle avait oublié la carte cadeau. Elle m'avait fait une petite photo, elle m'a dit, il y a la carte cadeau, je l'ai oublié. Je te prends les e-books, moi je te les envoie. Donc c'est pour ça que j'ai mis livre offert, parce que certes je ne l'ai pas, mais on me l'a offert par carte cadeau. Après, le prochain livre, par contre, du coup, n'est pas dans le challenge de Nina, c'était uniquement pour le challenge de Gladys. Et j'avais mis ça dans quelle catégorie? Il y en avait 5 de catégories. Il y avait une série télé, lire un BD ou un manga, ça viendra dans la prochaine vidéo. Oui, bah, j'avais pas mis vraiment de catégorie, c'était juste lire un livre en anglais. Throne of Glass, le tome 6 de Sarah J. Maas. Kéléana en français. En plus, ça tombe bien puisqu'il vient de sortir il y a quelques semaines maintenant en VF. Mais donc, moi, j'ai lu il y a plus d'une année celui-là, enfin pile poil une année. Le tome 6 de Kéléana. Est-ce que j'ai besoin de parler de Kéléana en français? Throne of Glass en VO. On suit dans le premier tome, mais vraiment dans le tout premier tome, Kéléana, une très jeune assassineuse qui a été trahie par quelqu'un qu'elle connaît et a été du coup enfermée par le roi d'Eldaran.
il y a une année de ça, alors qu'elle avait, je crois, 17 ou 18 ans quand elle a été enfermée. C'était la plus grande des assassins du royaume. Tout le monde connaissait son nom d'assassin. Et un jour, alors qu'elle survit depuis une année dans ses mines où tout le monde meurt en quelques semaines ou mois, arrive Shaol, le chef de la garde du royaume d'Aldaran, qui l'a conduite au prince Dorian. Elle croit que son heure est venue, que le roi a changé d'idée, qu'il va la faire exécuter. Non, pas du tout. Dorian lui propose de devenir son champion, car son père, le roi d'Aldaran, organise des joutes sur plusieurs semaines, voire mois, afin de trouver son champion suprême, qui sera en fait son larbin pour faire les sales besaces. C'est-à-dire, quand le roi il veut tuer quelqu'un, que ce soit fait en douce, il enverra son champion, son assassin. Voilà, tout ce genre de besaces. Et avant ça, il a décidé, pour faire plaisir à la cour, à ses nobles, que des joutes seraient organisées. Tous les nobles et le prince Dorian peuvent y participer. Et Dorian, eh ben, il veut la meilleure assassineuse, il veut Keleana. Bien sûr, il n'y a que des truands, des assassineurs, des voleurs, voilà, des brigands, enfin, tout ce que, voilà, toute la racaille. Le but, hein, c'est de trouver l'assassin, l'arbin du roi. Donc forcément, on ne va pas aller chercher chez des gens honnêtes. Et si le vainqueur devra travailler pour le roi d'Aldaran un certain nombre d'années, et une fois que ce sera fait, le roi mettra alors son nom clean, c'est-à-dire qu'on lui enlèvera tous les crimes qu'il a fait. En l'occurrence pour Keleana, tous les assassinats, etc. Son nom sera lavé de tout soupçon, elle pourra repartir à zéro. Ça, c'est ce que le gagnant obtiendra. Et puis en attendant, ça permet aussi pendant plusieurs semaines, voire mois, d'être dehors de la prison. Donc bien sûr, Keleana, elle accepte. Ça, c'est vraiment le tome 1. Il va y avoir un petit peu dans le tome 1 et dans le tome 2 un love triangle. Je ne vais pas vous dire avec quel personnage, mais ça ne dure pas. Le tome 1, c'est très politique, c'est très mystère parce que pendant ce tournoi, en dehors des jours de tournoi, il y a des meurtres qui commencent. Des meurtres qui sont très sanglants et qui semblent magiques, alors que la magie n'existe plus dans le royaume d'Aldaran, puisque le roi d'Aldaran l'a fait supprimer il y a une bonne dizaine ou une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a plus du tout de magie. Sauf que très vite, Keleana trouve qu'il y a des choses qui ne collent pas. Et en effet, on découvre, il y a de la magie sombre, il y a des complots politiques. Mais ça, c'est vraiment le tome 1 et un petit peu le tome 2. Dès le tome 2, ça commence à évoluer. Alors, dès le tome 3, on part sur toute autre chose au début. Donc, au tome 1 et 2, on a juste les humains. Et on sait qu'il y a des failles. Mais on ne les rencontre pas. On les rencontre vraiment à partir du tome 3. Et après, vous avez des vivrines. Moi, je dis que c'est des dragons, c'est la même chose. Vous avez des sorcières, vous avez des espèces de griffons. Ils arrivent dans ce tome. Bref, vous avez plein de créatures magiques. Donc, vous avez des grands méchants, tout pas beaux aussi. Je ne vais pas vous en dire plus. Et le tome 6, c'est un tome spin-off. C'est-à-dire que le tome 5, enfin la fin du tome 4, il y a plusieurs groupes de personnes qui vont se séparer. Et on va suivre une majorité de ces personnages qui sont par petits groupes dans le tome 5. Mais il y a deux personnages, Shaol, le chef de la garde, et Nasrine, une fidèle de Shaol et de Dorian, une fidèle garde, qui doivent partir dans un autre royaume pour une quête. Pas en dire trop. Voilà, ça se passe à la fin du tome 4. Ils partent pour ce royaume. Il y a des semaines à faire en mer hein, avant de rejoindre ce royaume, puisque c'est en bateau. Hein, on n'est pas dans une fantaisie où il y a des avions ou quoi que ce soit. Et du coup, on a tout le tome 5 qui se passe avec Keleana, avec Dorian, avec d'autres personnages qu'on a rencontrés plus tard dans la saga. Et à la fin du tome 5, on a un énorme cliffhanger qui donne envie de lire la suite avec Keleana, avec Dorian et tout ça. Et en fait, Sarah J. Maas nous avait sorti, et la Martinière a respecté cette ordre de sortie. Sarah J. Maas nous sort sur tome 6 sur Shaol et Nasrine et leur voyage dans cet autre royaume qui est sur une autre île. Autant vous dire que la plupart des gens étaient à chaque fois frustrés de réaliser que le tome 6, c'est pas la suite de Keleana, c'est les aventures de Shaol et Nasrine en même temps de tout ce qui se passe dans le tome 5. Comme ça, quand on arrive à la fin du tome 6, ça rejoint, grosso modo, hein, ça va rejoindre le tome 7 de Keleana, à quelques semaines près. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Alors pour ma part, combien je lui ai mis déjà? Je lui ai mis un petit peu moins. Voilà, parce que depuis le tome 3, le 4 et 5, c'était 10 sur 10. Le 7 aussi. Ce tome 6, j'ai mis un 8 sur 10.
parce que clairement, comme beaucoup, ben, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire. Je voulais savoir ce qui arrivait à nos personnages avec ce clip de la fin du tome 5. Et c'était pas possible. Non, non, on nous envoie avec Shaol. Shaol, que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome et dans une partie du deuxième tome, et qui m'a beaucoup déçu dans la fin du deuxième tome et dans le troisième tome. Il avait un petit peu remonté dans mon estime dans le tome 4, mais c'était pas encore ça. Et au début du tome 6, du coup, c'est toujours pas ça. Hein, il fait encore des erreurs. Mais c'est vrai que finalement, plus on avance dans le tome, plus on va... Shaol va quand même évoluer dans le bon sens. Mais il y a un bon moment où on a envie de lui mettre des baffes à Shaol. C'est aussi pour ça que la note est un peu plus basse. Nasreen, elle est sympathique, mais c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. Franchement, de toute la saga, c'est celui qui m'intéresse le moins. Même si son histoire est bien sympa, on ne va pas dire le contraire. Et puis, on va rencontrer dans ce tome-là Irène, qu'en fait, on a déjà rencontré dans 0.5. Mais en français, vous ne l'avez pas. Je crois que la Martinière l'a annoncé, peut-être pour 2024 ou fin 2023. Et ce serait temps, parce que le 0.5, c'est en fait un tome compagnon avec 3 nouvelles dedans. Et on rencontre Irène dans une des nouvelles. Et on la retrouve dans ce tome. Et si elle est dans ce royaume-là, dans cette île-là, c'est parce que c'était son souhait d'aller là. Mais elle avait laissé tomber, je ne peux pas donner trop de détails, et c'est en rencontrant Keleana, sans savoir que c'était Keleana l'assassineuse, c'est en la rencontrant, en prenant quelques conseils de Keleana sur la self-défense et sur plein de choses en général, Keleana va la transcender quelque part et l'inspirer et faire en sorte qu'elle va reprendre son voyage jusqu'à cette île parce qu'elle avait laissé tomber depuis genre 6 mois, elle stagnait dans une auberge où elle était serveuse. Donc c'était serveuse. Hein. Voilà, c'est Keleana qui va la faire voyager jusqu'où elle voulait aller de base et vivre ses rêves. Et c'est vraiment dommage parce qu'à un moment donné, elle l'explique à Kaol. Voilà, alors on comprend du coup, avec son explication, on se dit, ah bah oui, ben elle a rencontré Keleana dans le passé. Mais vous, ben vous ne le savez pas. Moi, je le sais. J'ai la scène précise en tête. Et c'est touchant de voir qu'elle s'en souvient, de voir qu'elle veut un jour retrouver cette jeune femme. Charles a très bien compris qui c'était. Enfin non, je crois qu'au début, il ne comprend pas. Ou peut-être qu'il a tout de suite compris, je ne sais plus. Mais en tout cas, il se fait une joie de se dire qu'à un moment donné, les deux femmes devraient se rencontrer si tout se passe bien. Voilà, moi j'ai bien apprécié. Alors oui, bien sûr que finalement, j'ai mis 8 sur 10 ou 7 sur 10 parce qu'à un moment donné dans le récit, l'histoire d'Irène et Shaol est touchante, mais surtout, à un moment donné, on a enfin des révélations. Et ces révélations, ça apporte vraiment à l'histoire, au méchant de l'histoire, au world building de Sarah J. Maas. Voilà, je vais le formuler comme ça, au world building de Sarah J. Maas. Certains comprendront, certains ne comprendront pas. Mais voilà, ça apporte ça. Et ça apporte bien sûr pour le tome 7. Alors oui, encore une fois, on nous reparle de ce tome et des révélations dans le tome 7. Donc même si vous ne le lisiez pas, vous comprendriez. Mais si vous l'avez lu, c'est quand même mieux parce que vous allez comprendre des choses vis-à-vis de Keleana qu'elle ne va pas tout de suite comprendre. Vous, vous êtes là, mais Keleana, réfléchis là. Parce que nous, on le sait, on a appris cette révélation dans le tome d'avant, mais elle ne sait pas. Elle le découvre plus tard. La plume de Sarah J. Maas est toujours très fluide. Keleana, Throne of Glass, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour commencer les univers de Sarah J. Maas. Je vous l'ai dit dans chaque vidéo. Et en VO, donc en anglais, ce qui est le plus dur par contre, c'est Crescent City, clairement, parce que c'est de l'urban fantasy. Adulte, qui plus est. Là, on est sur du young adulte, donc c'est une plume plus simple, si je peux dire. Mais il faut quand même un certain niveau d'anglais. Donc, Throne of Glass, Tower of Dawn, le tome 6 de Sarah J. Maas, Keleana en français. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils l'ont traduit en version française. Et le dernier roman, c'est le tome 3 de Sarah Morgan, de Snow Crystal, les frères O'Neill, il y a les deux noms en VF, chez HarperCollins Poche, La douce caresse d'un vent d'hiver. C'était pour la catégorie du challenge de Nina, avec un livre polaire. On est clairement dans une station de ski. Je ne sais plus où est-ce qu'on est, dans une station de ski aux USA, en fait, qui est tenue par une famille depuis plusieurs générations. C'est eux qui ont créé cette station de ski. Et dans chaque tome, on suit un des 3 frères O'Neill, ils sont 3. Et cette fois, on va suivre le 3e frère, qui est Tyler O'Neill, un ex-champion de ski alpin, champion olympique qui plus est,
qui malheureusement, suite à une chute lors d'une descente, enfin, de son sport, a fait une trop mauvaise chute et ne peut plus être professionnel de ski alpin. Donc il est retourné vivre à la station où il donne des cours pour les gens, où il aide son grand frère, oui je crois que c'est son grand frère, hein. Jackson, il me semble que c'est. Dans chacune de ces 3 livres, on va suivre un des 3 frères avec à chaque fois une jeune femme. Et là, c'est donc Tyler avec Brenna. Brenna qui est une amie d'enfance, qui a toujours vécu dans la station ou à proximité. Et elle a toujours été amie avec les 3 frères, mais depuis l'adolescence, elle est amoureuse de Tyler. Tyler qui la voit vraiment comme sa meilleure amie, comme sa sœur qu'il n'a jamais vue. Et ce qui frustre Brenna, vous imaginez bien, parce qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose. Et Tyler, en tant que champion de ski, en plus de ça, c'était un coureur de jupons. Et pour couronner le tout, quand il était adolescent, il a eu une histoire avec une habitante de la station ou de la ville d'à côté. Je ne sais plus si elle vient de la ville d'à côté. Et malheureusement, ils ne se sont pas protégés. Et Tyler est devenu papa quand il était adolescent. Comment s'appelle déjà sa fille? Voilà, avec sa fille, j'ai eu un petit blanc. Je savais que c'était Brenna et Tyler, mais avec sa fille Jess, voilà. Et en fait, eh bien, il y a à peu près quelques temps avant que le tome 1 commence, la mère de Jess a décidé d'envoyer sa fille à Tyler. Elle n'en veut plus parce qu'elle a eu un bébé avec son nouveau compagnon. Il fait que ça lui demande trop d'énergie, enfin plein de petites choses. Vous voyez le topo, les gens séparés. Donc Tyler, il a pris sa fille, puisque de toute façon maintenant il vit à la station, il ne peut plus faire du ski, professionnellement parlant, à haut niveau. Et il entraîne sa fille qui elle-même adore le ski, même si c'est un papa un peu surprotecteur. Il ne veut pas trop qu'elle fasse certaines choses. Du coup, elle fait beaucoup avec Brenna, qui adore le ski, elle aussi forcément. Et voilà, c'est leur petite romance. Voilà. Donc on part de très loin, puisqu'au début Tyler voit Brenna comme sa petite sœur, enfin comme sa grande sœur, sa petite sœur, bref, que Brenna en est folle amoureuse, et qu'au milieu il y a bien sûr une adolescente en pleine crise qui plus est. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il y a des thématiques dedans. Si je vous dis la thématique qu'il y a, ça va vous spoiler. Donc je ne vous le dirai pas. Si vous l'avez lu, je pense que vous savez. Ça concerne Jess, donc la fille de Tyler. Et j'ai beaucoup apprécié cette thématique qui est importante. C'est bien de mettre ça en avant parce que ça arrive que trop souvent de nos jours encore. J'ai trouvé que c'était touchant. J'ai trouvé l'histoire de Brenna, Tyler et Jess très touchante, très mignonne parce que Jess, elle adore Brenna. Elle ne rêve que d'une chose, c'est que Brenna devienne la nouvelle compagne de son père. Et au début, c'est pas gagné parce que Tyler est un coureur de jupons. Qui plus est, voilà, c'est un papa célibataire, il en profite. La vie est belle, on est ancien champion olympique, donc on a du succès avec les femmes. La plume de Sarah Morgan, pourtant il est assez long, hein, il fait plus de 400 pages, hein, oui. Mais la plume de Sarah Morgan est toujours addictive pour moi, ça se lit tout seul, en même pas une semaine c'est lu. Ouais, vous allez me dire, en même pas une semaine c'est pas énorme. Non, mais c'est dans le sens où moi je lis 5-6 livres en même temps. Donc là, vous prenez la mesure de la chose. Ça veut dire que oui, je l'aime beaucoup. Ma maman l'avait lu, ma mamie l'a lu, tout le monde avait adoré cette petite romance. Ça a été un coup de cœur pour tout le monde. Et moi, j'y ai mis 10 sur 10, il me semble. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit avant. Il me semble que c'est 10 sur 10. Oui, c'est ça, 10 sur 10. Parce que pour moi, il y a tout. Il y a même un petit peu de spicy. Alors bon, c'est pas le roman le plus épicé. Hein. Les scènes ne sont pas hyper détaillées, hyper explicites. Mais il y en a un petit peu. Juste ce qu'il faut pour en faire un roman parfait. Et voilà, donc Sarah Morgan, La douce caresse d'avant d'hiver, Les frères O'Neill, Snow Crystal, le tome 3, chez HarperCollins. On a fini cette petite vidéo avec 5 romans, dont un en e-book. Ah bah c'est bien, je ne les ai pas tous mis dans le bon sens. Les voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou s'ils vous font envie. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous laissez un petit smiley, un petit like, à partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!